Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre édition de La Forêt Notre Richesse. Donc cette semaine, on a quand même fait quelques reportages au camp Forêt des Profs au fil des ans, mais pour cette 11e édition, on va faire quelque chose de spécial, c'est qu'on va vraiment vivre le camp durant les 3 jours. C'est sûr qu'on ne fera pas toutes les activités, mais on va quand même vous en présenter quelques-unes. On débute à la première journée, en après-midi, où il y avait des ateliers en forêt qui vous décrivent un petit peu différents aspects qui sont très intéressants de la forêt et qui vaut la peine de connaître. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les 6 ateliers et on est allé faire des entrevues avec les gens qui ont fait les ateliers et c'est franchement très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Alors, on se dirige tout de suite à notre premier atelier qui vous permettra de différencier les différents types d'arbres. On débute notre visite avec M. Marcel Grenon, qu'on a déjà vu dans la série. Bonjour, ça va bien? Bonjour Stéphane, comment tu vas? Oui, ça va très très bien. Bien content de vous retrouver. Ben oui, c'est le fun de se revoir ici dans l'atelier d'identification des végétaux au camp Prof Forêt. Effectivement. Et là, vous allez nous faire résumer rapidement, parce que c'est sûr que c'est un petit peu plus long que ça. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on revient à la base. Il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi, là, comment différencier les arbres. Là. Oui, effectivement, Stéphane. Pour identifier les arbres, premièrement, il faut commencer par comprendre dans quelle région écologique on se trouve. Okay. Comme ici, à Duchesnay, on est dans la région écologique. On croise 3 régions écologiques, la sapinière à bouleau jaune, l'érablière à bouleau jaune et l'érablière à tilleul. On est dans un petit triangle ici. Là. Okay. Alors, c'est sûr que si je descends, par exemple, à Saint-Augustin, je vais rencontrer du tilleul. Mais ici, à Duchesnay, le tilleul, il n'est pas là. Okay. Si on monte un peu en altitude, on tombe dans la sapinière à bouleau jaune. Puis la grande région écologique, c'est l'érablière à bouleau jaune, c'est ça. Ici, vous avez à Duchesnay le lac jaune. Est-ce que c'est à cause des bouleaux jaunes? Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est une tentative. Mais votre carte est le fun en arrière, c'est ça que je voulais mentionner. Si on regarde, Stéphane, ici, c'est la carte des régions écologiques du Québec. Okay. Donc, si je commence ici en bas, dans le petit mauve, on est dans l'érablière carrier cordiforme. Hein? Donc, c'est là qu'on va retrouver les carriers et ainsi de suite. Mais chaque essence forestière a ses propriétés physiques. Hein? Ils vont pousser dans un milieu qui lui est propre, en fonction de la température, le climat, l'exposition, les degrés de chaleur. À Montréal, au sud de Montréal, on sait que c'est plus chaud qu'à Québec. Bien, la moyenne annuelle, c'est quand même juste 3 à 4 degrés, par exemple. Okay? Fait que ici, on est dans l'érablière à tilleul, notre érablière carrier, érablière à tilleul. Puis là, quand on monte ici, vois-tu, on va se ramasser, on est ici, nous autres, présentement. Là. Okay. Fait qu'on a les trois régions écologiques qu'on parlait. Est-ce que c'est pour ça qu'on a délimité ici Duchesnay, justement à cause de ce croisement-là? Non, ça n'a pas rapport, pas du tout, pas du tout. Fait qu'une fois qu'on sait, puis pourquoi je te dis ça, c'est parce que si je monte, par exemple, en altitude, ici, à Duchesnay, je vais retrouver de l'épinette noire. Okay, en haute altitude. Mais ici, à Duchesnay, on est dans l'épinette rouge. Okay. Fait que si tu dis, parce que des fois, la rouge et la noire sont difficiles à distinguer, bien, c'est une rouge ou c'est une noire? Bien, si je suis ici où on est présentement, la noire, c'est impossible, elle n'a pas d'aphricite. Ah oui? Aussi simple que ça. Okay. Ça fait que tu viens d'éliminer déjà des essences. Okay. Fait qu'il faut connaître les caractéristiques génétiques puis écologiques de chacune des essences. Okay. Puis là, vous avez une table ici à côté. On va se diriger
C'est très intéressant parce que il y a des petits trucs qui permettent facilement de repérer c'est quelle sorte d'arbre. Oui, bien, regarde, si on regarde un petit peu le tableau. Oui, oui, un petit peu. Donc, premièrement, je parle des régions écologiques. Okay. On est-tu en présence d'un résineux ou d'un feuillu? OK? Ça, c'est la base. Si on est en présence de résineux, on va commencer par regarder des aiguilles ou des écailles. Okay. Ton aiguille, est-ce qu'elle est ronde, elle est carrée, elle est plate? Le nombre d'aiguilles qu'il peut y avoir dessus, est-ce qu'elle twiste sur elle-même? C'est toutes des caractéristiques d'identification. Okay. Si je m'en viens du côté des feuillus, on va commencer par regarder est-ce qu'on est en présence d'une feuille simple ou une feuille opposée. C'est-à-dire que les deux feuilles poussent sur le rameau de chaque côté. Okay. Ils ne sont pas en alternance. Ouais. Ou c'est une feuille composée de plusieurs folioles. Okay. Si je te montre ici, par exemple. Oui, des bons exemples. Oui, donc ici, j'ai une feuille. On va en prendre une plus belle. Ouais. Ici j'ai une feuille composée okay. de plusieurs folioles. Ouais. Tandis que ici, c'est une feuille simple. Okay. Donc, on voit tout de suite là que c'est pas pareil. Donc, ma feuille composée, ben, on a quelques familles qui ont des feuilles composées. Mm-hmm. Fait que si on rentre dans les frênes, ces essences-là, on est en présence de feuilles composées. Okay. Puis après ça, est-ce qu'on est en feuilles simples, opposées, ou les érables, tous nos érables? Oui, on fait le tri, hein? On fait le tri. On va prendre l'érable à sucre. Oui. Tu sais, regarde, mon érable à sucre, là, j'ai toujours deux feuilles, une de chaque côté. Comme ici, là. Je ne sais pas si, Tony, tu me vois? Oui. Donc, je vais avoir des feuilles qui sont opposées sur le rameau. OK. Tandis que dans d'autres essences, si je prends un tilleul, tout le monde, un jour, a bu de la tisane de tilleul. Mm-hmm. Donc, vois-tu, ici, j'ai des feuilles opposées. Donc, sont en alternance, pas opposées, excusez, en alternance. De chaque côté. Okay. Ensuite, on va regarder la feuille, est-ce qu'elle a des sinus? Elle a des sinus, elle a des lobes. Okay. Hein, un petit truc facile pour s'en rappeler. On va parler, par exemple, des lobes d'oreille, oui. Puis les sinus, c'est les trous dans le nez. Okay. Alors, si je regarde ma feuille, le trou, c'est mon sinus, puis ça, c'est mon oreille, mon lobe. OK? Fait que c'est des caractéristiques comme ça qu'on va utiliser pour en arriver à bien identifier notre essence. J'imagine que le caractère dentelé de la feuille aussi, ça peut jouer. Ah, hein? Oui, oui, absolument. Oui. Si je prends par exemple ici, regarde, j'ai une feuille de tilleul. Okay. Donc, on voit les dents doublement dentées. Après ça, on voit que la feuille ici est asymétrique. Regarde, tu vois un côté qui est plus développé que l'autre. Il y en a qui sont symétriques, il y en a qui sont asymétriques, ainsi de suite. Le nombre de dents, doublement denté, simplement denté. Il y en a qui ne sont pas dentés du tout. Hein? Mon érable à sucre, comme on voit, elle n'est pas dentelée du tout. Okay. Si je prends, par exemple, un érable rouge, si je prends mon érable rouge, tu vois, elle, regarde, elle a des petites pointes, des petites dents. Mon érable à sucre, elle n'en a pas. Okay. Okay? Tout de suite, c'est la caractéristique entre les deux feuilles. Là, ça fait quand même quelques années que vous faites cet atelier-là au Camp Forêt des profs. Est-ce que les profs connaissent ça ou vraiment ils partent de zéro? Ça dépend. Il y a de tout. Il y a de tout. Ça dépend de nos passions, bien sûr. Okay. Mais habituellement, ce que les gens viennent chercher ici, c'est la connaissance pour être capable de la transmettre à leurs étudiants. Le conseiller pédagogique également, lui, il vient chercher pour transmettre aux étudiants qui viennent le rencontrer qu'est-ce que j'irais chercher en foresterie ou quelque chose de même. Okay. Fait que, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'après, ben, les enseignants sont capables, dans leurs activités courantes au quotidien, d'intégrer des notions de foresterie et de comprendre que la foresterie, c'est pas juste la coupe à blanc. Non, effectivement. Puis même peut-être, je pense à l'idée de bâtir un arboretum en classe, ça peut être le fun aussi. C'est une très bonne idée. C'est une activité pédagogique qui est très intéressante. Effectivement. Ouais. Donc là, en terminant, si supposons nous autres, on se promène dans une forêt comme ici à Duchesnay, c'est quoi qu'on va retrouver le plus, là, comme ici sur le bord? Ici, on va retrouver évidemment le bouleau jaune qui est dominant. Ouais. On va retrouver l'érable à sucre. Ça, c'est le mariage parfait entre les deux essences parce qu'ils ont les mêmes exigences écologiques. Okay. Mais on a un individu qui s'appelle le hêtre à grande feuille qui vient des fois mêler un peu parce que lui, il vient comme mêler les cartes
parce que ces exigences écologiques, il détruit un petit peu les autres pour se favoriser. Puis après ça, bien évidemment, on va avoir du résineux. En bas de montagne, on va retrouver du résineux, du sapin, de l'épinette, d'un milieu humide. Puis après ça, ça va jouer là-dedans. Là, Finalement, on est dans un beau mélange. On est dans un beau mélange. Effectivement. Ben, merci beaucoup, M. Grénon, ça avait le fun. Je continue ma route. Salut, merci. Alors, on a commencé par vous faire un petit atelier sur ce que c'était la forêt, les essences. Mais là, il faut parler du sol. Monsieur Roch-Ouimet, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi allez-nous vous parler? Parce que là, ça a l'air vraiment d'un trou. On va faire des mauvais coups, là. Ouais. J'ai creusé un profil de sol, mais c'est surtout pour montrer les couches de sol qui se sont formées avec le développement du sol. OK. Le sol, c'est au carrefour là, de l'ensemble de l'écosystème. C'est au carrefour de la lithosphère des roches, c'est au carrefour de l'atmosphère, de l'hydrosphère de l'eau, et puis de la biosphère, les organismes vivants. Alors, tous ces facteurs-là forment le sol et dépendent du sol. Donc, c'est ça. Dans le fond, quand on creuse 4 pieds comme ça, ben, on a toute l'histoire du coin, dans le fond, là. Tout à fait, parce que ces sols-là, si on parle un peu du substrat comme tel, il a été déposé par les glaciers il y a 12 000 ans ici. Ben oui. Et puis donc le sol s'est formé à partir du climat, de la végétation, des précipitations. Et puis donc c'est comme un archive de tout ce qui s'est passé là, depuis 13 000 ans. OK. Ben justement, mais ça nous prend un guide, par exemple, pour regarder de la bonne façon. Alors, peut-être, quand on va dans le fond, ben là, c'est vraiment comme du sable normal. Oui, c'est comme du sable normal. Si vous pouvez vous imaginer que ce sable-là était présent là, jusqu'en surface au départ, il y a 13 000 ans, OK. parce que le glacier venait de se retirer. Oui. Et puis, bon, le sol a commencé à se développer, l'installation de la végétation, tout ça, et puis ça a formé des couches. Alors, avec le climat qu'on a ici au Québec, c'est surtout des podzols que l'on rencontre comme sol. Des podzols? Des podzols qui viennent d'un nom russe, c'est-à-dire cendreux. OK. Vous voyez la couche grise qu'on a ici en surface? Oui. Et puis, les gens pensent que c'est des... On pensait au départ que c'était des cendres. Ah oui. Mais non, c'est dû à la formation du sol comme tel. En fait, c'est un processus de lessivage qui s'est produit. Il tombe beaucoup d'eau ici. Hein? Oui. Il tombe une lame d'eau d'environ 1 mètre par année ici, là, qui traverse le sol. OK. Donc, ça l'entraîne avec... par dissolution, ça entraîne des éléments, du fer, de l'aluminium, tout ça. Et donc, ça lessive les couches de surface, ce qui fait que les couches de surface sont appauvries. OK. Et puis, tous ces minéraux-là viennent se déposer plus en profondeur dans la couche qui est plus rouge ici, où on observe beaucoup de racines. OK. Alors, c'est un processus de lessivage-accumulation. Et puis, c'est typique là, du type de sol qu'on appelle podzol. Le fait qu'on est en pente aussi, est-ce que ça a de l'influence sur le sol? Bien, ça a une certaine influence. Oui, la position topographique a une influence. Par exemple, si on est en bas de pente, les sols vont être moins bien drainés. Alors ici, on est en milieu de pente, alors c'est moyennement drainé. Puis en haut de pente, bien, les sols sont plus secs, hein, sont même plus minces. C'est plus rocheux d'ailleurs si on observe les hautes pentes. Là, est-ce que ce qu'on voit en gris, c'est pas de l'argile, là? Alors non, c'est pas de l'argile, c'est ce qui reste du lessivage, du processus de lessivage. Alors c'est assez... Ici, hein, on est sur le bouclier canadien, alors c'est des sols d'origine dont la roche-mère est granitique. OK. Alors lorsque cette roche-là s'altère, se décompose, Ouais. elle forme surtout du sable. OK. Très peu de limon, très peu d'argile. OK. Fait que contrairement, par exemple, à la plaine du Saint-Laurent, où on a nos sols agricoles, les bons sols agricoles qui sont très argileux, ces sols-là de la plaine du Saint-Laurent viennent d'un fond marin. Tandis qu'ici, ben, ils viennent d'un glacier qui a transporté des roches du bouclier canadien jusqu'ici. OK. Alors, ces roches-là en se décomposant, forment du sable. Et c'est surtout des sols sableux là, que l'on rencontre
ici là, dans les Laurentides. Est-ce que c'est bon pour une espèce en particulier ou c'est vraiment pour toutes les espèces d'arbres? Ah, c'est bon pour toutes les espèces d'arbres. Évidemment, plus au sud comme ici, il fait plus chaud hein, que dans la forêt boréale. Fait que ça favorise les essences feuillues comme le bouleau jaune, l'érable à sucre, le hêtre à grandes feuilles, le frêne et toutes ces essences. Okay. C'est la même chose que notre autre formateur, Ah, oui? Ça va Ah, bien? bon. Bon, Ah, ben, je c'est me suis pas trompé d'essence. Juste en terminant, quand on parle de toutes les feuilles qui s'accumulent comme en compost, est-ce que ça aide justement le sol au-dessus? Tout à fait. Hein, la végétation et puis tous les organismes vivants participent à la fertilité du sol. Le sol, c'est vraiment un système, bien que ça semble être un système ouvert, là, parce qu'il y a de l'eau qui passe et puis l'eau s'accumule dans nos rivières et puis fait vivre Hydro-Québec et tout ça. Mais le sol est un système très fermé dans le sens qu'il retient tous ces éléments nutritifs. Lorsque les feuilles, par exemple l'automne, tombent par terre, les organismes vivants la décomposent et puis remettent en circulation les éléments qui sont repris par les racines et puis pour reformer les feuilles de l'année suivante. Okay. Puis, j'avais dit en terminant, mais il me vient une autre question. Ça sert à quoi de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Est-ce que ça vous donne des indices sur, est-ce que le sol est en santé? Est-ce que les arbres pourraient mourir ou des choses comme ça? Est-ce que ça vous donne des diagnostics? Oui, tout à fait. Bon, on a entendu là, parler dans le passé le dépérissement des érablières, un exemple. Ça, hein? Et puis, on a attribué ça au phénomène des pluies acides, qui, heureusement, ont beaucoup diminué là, depuis les 10 dernières années, on peut dire. Okay. Mais lorsqu'il y avait les pluies acides, ont eu pour effet d'acidifier les sols. Okay. Et puis, c'est un des facteurs importants là, qui a causé le dépérissement des érables. Et vous l'avez vu directement dans le sol. Puis, on peut le voir dans le sol. On voit que le sol s'est acidifié, augmentation des sulfates, baisse du pH, tout ça. Et là, présentement, ce sol-là qu'on voit, est-ce qu'il est en santé? Bien, si vous regardez autour, il y a des indices. En santé, c'est relatif, hein, parce qu'il y a des sols qui peuvent convenir à toutes sortes d'essences, puis d'autres essences sont plus exigeantes en termes de fertilité. Si on regarde autour, les érables ne sont pas très en santé. Il y a beaucoup de mortalité. Hein. On en a une juste derrière moi ici. Il y en a plein autour. Et puis, par contre, les bouleaux jaunes tolèrent très bien l'acidité du sol. Alors, c'est des sols parfaits pour le bouleau jaune, ça. Et puis aussi le hêtre à grandes feuilles. Le hêtre à grandes feuilles, on voit quelques jeunes tiges, là, à gauche et à droite, ici, sont très en santé. OK. Eh bien, merci beaucoup, M. Ouinnette, puis bon après-midi. À vous aussi. Merci. Au revoir. Alors, on poursuit notre magnifique visite, bien sûr, du Camp Forêt des Profs. Alors, je vous laisse vous présenter pour notre prochain atelier. Oui, bonjour, mon nom est Normand Routier. Je fais l'atelier de l'inventaire forestier. Technicien forestier depuis 30 ans au ministère. Et puis, c'est un plaisir pour moi de faire cet atelier-là. Je connais quand même ça. J'ai fait 20 ans d'inventaire. Est-ce que vous avez fait cet atelier-là tous les ans depuis quelques années? Ça fait 2 ans. 2 ans? Oui. Okay. Monsieur Routier, un inventaire forestier, c'est bien facile de dire. Là, on parle beaucoup de coupe sélective. On parle de ça un petit peu quand on parle d'inventaire ou c'est carrément on fait juste le répertorier? Donc, l'inventaire, c'est un peu comme faire un inventaire de magasin. Okay. La forêt québécoise, c'est un magasin de bois. Donc, il faut en faire l'inventaire pour savoir les volumes qu'on va attribuer aux compagnies privées. Okay. Fait que donc, l'inventaire, à la base, sert beaucoup à calculer les volumes présents en forêt pour être capable de dire, bon, bien, si Ridillon à Saint-Raymond, exemple, ont besoin de tant de volume, bien, OK, dans tel secteur, on a ce volume-là, on va vous envoyer dans ce secteur-là. C'est un peu ça. Si je ne me trompe pas, votre métier a beaucoup changé parce qu'avant, c'était sur le terrain tout le temps, mais maintenant, il y a l'informatique qui vous aide beaucoup. Hein? Effectivement, la photo-interprétation en 3D, entre autres, c'est moi qui étais attitré à ça. Avec ça, bien, on décortique beaucoup mieux la forêt parce qu'on voit beaucoup en détail. Imaginez-vous voir un film 3D. Bon, c'est un peu le même principe. Quand vous voyez les acteurs à l'écran, bien, en 3D, ils ont de l'air plus vrai, bien, c'est un peu ça. On voit la forêt d'une meilleure façon. Et puis, on décortique la forêt comme ça, puis c'est là qu'on va cibler nos parcelles pour arriver et dire on va aller dans tel secteur, faire notre inventaire. Okay.
Donc là, c'est ça. Dans le fond, ça commence par la photographie, puis après ça, vous venez sur le terrain faire le repérage? Oui, bien après ça, c'est justement selon la découpe qui a été faite, on va arriver et on va dire on va faire tant de parcelles dans ce secteur-là. Ça va nous donner le pourcentage voulu pour être capable d'avoir les bons calculs. Puis on va s'en aller dans la forêt, faire nos parcelles. Okay. C'est là qu'on va inventorier les arbres. Okay. Justement, on est 2 personnes qui arrivent à faire un inventaire, mettons, du terrain ici. C'est quoi nos étapes? Bon, bien, l'étape, premièrement, comme à cette heure, c'est rendu au GPS. Okay. Fait que les parcelles qu'on va avoir mis à l'écran, on va les envoyer dans le GPS. Okay. Fait que nous autres, on va se rendre aux coordonnées que le GPS nous indique. On tague une parcelle, puis on se rend à la parcelle. À partir de ce moment-là, bien, on met un piquet au sol pour être capable d'identifier notre centre. Puis à partir de là, c'est là que ça va être déterminé quels arbres vont être inventoriés. Okay. Présentement, ce qu'on fait ici à Duchesnay, c'est fait au prisme. Fait que donc, avec un prisme, je vais vous en montrer un tant qu'à faire. Un prisme, ouais. Un prisme, c'est un petit morceau de verre, comme ça, okay, oui. Qui a un angle dedans, okay. Comme ça. Puis en regardant comme ça, on regarde les arbres, il y a une partie de la découpe de l'arbre qui est sortie. Okay. Si elle touche encore à l'arbre, l'arbre est à l'intérieur. Si la découpe est à l'extérieur, l'arbre n'est pas bon. On ne le prend pas. Oui. Okay. Fait que donc, avec cet arbre-là, ce qui est bon, c'est que quand l'arbre est gros, plus il est gros, plus il va rentrer. Okay. Fait que même s'il est loin, on est capable d'aller chercher quand même des gros arbres. Okay. Fait qu'on fait notre parcelle comme ça, puis on prend nos arbres en note, diamètre de l'arbre, l'essence de l'arbre. On va prendre aussi les défauts indicateurs de carie, que vous allez voir dans un autre atelier un petit peu plus loin avec Martial. Oui. Souvent, on voit des rubans de différentes couleurs qui sont attachés aux arbres. Ça, c'est les arbres qui sont à couper ou à conserver. Comment ça fonctionne? Non, quand on fait de la coupe partielle, c'est marqué à la peinture. Okay. Fait qu'on a des couleurs de peinture quand c'est du martelage positif ou du martelage négatif. Okay. Là, dans ce cas-là, martelage, vous me prenez de cours aussi là-dessus. Le martelage positif, c'est ceux-là qu'on enlève, puis le négatif, je pense, c'est ceux-là qu'on laisse. Okay. Fait que donc, selon le type de coupe, on va marquer d'une couleur ou dans l'autre. Fait que comme ça, les opérateurs forestiers, quand ils vont voir la couleur, ils vont dire « Ah, OK, celui-là, je le prends, mais si c'est l'autre couleur, il ne faut pas que j'y touche, j'enlève les autres à la place. » Là, c'est des profs qui s'en retournent en classe par la suite. Qu'est-ce qu'ils vous demandent beaucoup comme question? Bien, là, comme là, je n'ai eu une tantôt, à savoir c'est qui les employeurs en foresterie. Okay. Évidemment, le ministère en est quand même un gros dans la province. Toutes les compagnies forestières, les groupements forestiers. Sinon, les autres questions, c'est surtout est-ce que j'ai aimé et est-ce que j'aime toujours ma job? Bien, évidemment, oui. Je ne suis pas allé en foresterie pour travailler dans un bureau. Fait que quand je suis en forêt, je suis heureux. Effectivement. Puis on dit souvent que les gens qui font du repérage comme ça, c'est peut-être un petit peu dangereux par des animaux. Est-ce que ça vous est arrivé ou Non. Je dirais, à cette heure, il n'y en a plus beaucoup, mais les guêpes. Okay. Les guêpes étaient beaucoup plus achalantes, je voudrais dire, qu'un ours ou n'importe quoi. En 30 ans de métier, des ours, j'en ai dans le bois directement, j'en ai jamais vu. Okay. Parce qu'on fait quand même assez de bruit, qu'ils s'en vont, ils se poussent. Sinon, j'en ai vu quand je me roulais en camion. Mais vraiment, dans le bois, j'ai jamais eu de rencontre avec un ours. Okay. Plus des guêpes. En terminant, c'est quoi l'importance de votre métier, justement, dans toute la chaîne de la foresterie? Bien, c'est quand même important parce que c'est nous autres qui va chercher la donnée en forêt. Mais les yeux, c'est vraiment ça parce que c'est nous autres qui voient l'état de la forêt. C'est pour ça que moi, je fais de la photo-interprétation, mais il faut que j'aille en forêt aller voir mes strates que j'ai interprétées. Là, parce que sinon, si j'irais jamais, bien, je perdrais la connexion. Fait que c'est vraiment important, le métier de technicien forestier. Là. On a beau avoir tous les outils du monde technologique, le contact direct, c'est l'idéal. Je vous dirais que quand j'ai fait mes études au cégep, il y a un prof qui m'avait dit « Un moment donné, il n'y aura plus de technicien en forêt, c'est une job qui est vouée à disparaître. » Ça fait quand même 30 ans que je travaille, puis je pense que c'est pas à la veille de finir. OK. Hey, ben merci beaucoup, M. Routier, puis bons ateliers cet après-midi. Ça fait plaisir.